La première chose, la première lettre, est le L. Dans le L, il y a deux choses. La première est les lieux. Qu'est-ce que c'est les lieux? Ça nous rappelle, premièrement, de regarder les dangers et les risques, de faire une évaluation de la situation. Je vous ai dit, l'idée, c'est de prévenir l'aggravation et de préserver la vie. Donc, bien sûr, je dois m'assurer que tout est complètement sécuritaire pour moi lorsque j'interviens, que c'est sécuritaire pour la victime aussi, et que s'il y a des gens autour, que ce soit des témoins ou, par exemple, mon groupe, si je suis une éducatrice en service de garde ou un moniteur de camp de jour, ou ma famille, si, par exemple, j'arrête sur les lieux d'un accident, que ces gens-là aussi sont en sécurité avant de venir intervenir. L'autre chose, ça va me donner de l'information sur la nature de l'événement. Est-ce que la personne elle est victime d'un problème médical, par exemple une crise d'angine, ou est-ce que c'est un traumatisme, donc c'est relié à une chute, un impact, une collision. Ça va me donner de l'information sur ce qui pourrait déjà être en train de se produire avec notre victime. Au niveau des lieux, quand je les regarde pour voir justement s'il y a des dangers, bien, je vais premièrement me poser la question, c'est quoi la différence entre un risque et un danger? L'évaluation des risques, c'est le processus qui consiste à identifier ces dangers-là, analyser ou évaluer les risques qui sont associés au danger qui a été évalué et finalement déterminer les moyens appropriés pour éliminer ou maîtriser ces risques. Je vous donne quelques exemples. Premièrement, si j'arrive sur les lieux d'une situation et je vois une personne qui a du sang au niveau du visage ou au niveau du bras, peu importe, déjà, je vois que ça peut être un risque / un danger si moi, je deviens en contact avec ces liquides corporels-là. Ce que je vais faire pour déterminer comment maîtriser ce danger-là, je vais tout simplement porter des gants à ce niveau-là. Ensuite, un autre risque qui pourrait être dans une situation, en fait, c'est si on est dans un contexte d'accident de voiture, bien sûr, toutes les autres voitures autour consistent en des risques et des dangers potentiels. Finalement, si je suis au parc et qu'il y a des structures de jeu, etc., je pourrais penser que les risques associés à tomber, ainsi de suite, auraient pu se produire et que là, le danger se retrouve à ce niveau-là. Donc, c'est super important de regarder la scène et de pas, quand on arrive sur les lieux, dire d'emblée « J'arrive, il n'y a pas de danger ni pour moi ni pour la victime ». Non, c'est plus de se dire « J'arrive sur les lieux, est-ce qu'il y a des dangers? Quels sont les dangers? » De ne pas affirmer qu'il n'y en a pas. Je vous donne un exemple très personnel. Étant donné que je suis secouriste depuis de nombreuses années, je pense qu'on développe un sixième sens en lien avec intervenir dans des situations parce que quand on regarde autour de nous, on voit justement un attroupement de personnes. Ça, souvent, c'est un signe justement qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe par là. Sinon, on va entendre certains mots comme par exemple « Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Savez-vous où on est? » Bon, donc on devient à l'affût de tout ça. Et moi, je vous dirais que, règle générale, ce qui a le plus souvent mis en danger ma propre vie, ça a été dans des contextes où on était à l'extérieur et qu'il y avait des voitures. Rapidement, j'ai voulu venir intervenir et ça m'est même arrivé à un certain moment où la voiture est passée très près de moi. Donc, depuis, ce que je fais, c'est que je prends vraiment un pas de recul et une grande respiration avant de me précipiter vers une situation. J'aime mieux prendre le temps d'évaluer la situation, de bien me positionner dans tout ça, d'établir mon leadership et d'être après en mesure d'intervenir au meilleur de mes connaissances de manière plus calme et posée. Donc, on évalue la situation. D'autres risques qui peuvent être en lien avec tout ça et des dangers qui peuvent être évalués. Par exemple, dans le métro, on peut pas tout de suite savoir qu'est-ce qui s'est produit, règle générale, à moins qu'il y ait une échelle ou bon. Mais les passants qui vont sortir des wagons, qui vont arriver, consistent en un danger. Donc, on doit sécuriser ça pour pas qu'il y ait un piétinement de notre victime ou de nous-mêmes lorsque les wagons et le train suivant arrivera. Une autre chose, c'est par exemple dans un parc, si y a un enfant qui a un problème XYZ, qui a peut-être des liquides corporels ou autre, il faut s'assurer que le groupe que j'encadre ou les enfants avec qui je suis ou peu importe, qu'ils vont pas venir non plus autour de cette personne-là et risquer d'avoir de la contamination.
Donc, c'est tous des petits exemples de choses à évaluer. C'est quoi des dangers? On en a parlé de quelques-uns, mais plus explicitement, on a l'exposition au sang, tout liquide corporel, des vomissures autour de quelqu'un. C'est plate, mais ça va se passer. Donc, c'est important de ne pas venir se mettre les mains là-dedans de manière non protégée. Je vous dirais que d'emblée, peu importe c'est quoi la situation, on ne sait pas vers quoi ça se dirige. Des liquides, des fluides, des vomissures, ça peut arriver un peu à n'importe quel moment en fonction de l'état de choc de la victime ou autre. Donc, on va d'emblée mettre nos gants. On va voir dans une autre capsule comment bien les porter. Il y a peut-être aussi des signes d'une agression par un autre humain, mais aussi par un animal. Il pourrait aussi avoir du trafic, accident de voiture, poteau électrique. Les témoins peuvent aussi être un danger. Est-ce que ça va être un danger majeur? Ça pourrait faire en sorte que la personne devient une seconde victime, qu'elle nuit à votre travail, que si c'est justement quelqu'un de proche de la victime, que ça devient un peu ingérable cette situation-là. Donc, c'est de faire attention à ces témoins-là. On verra aussi comment ils peuvent nous aider. Présence de feu, fumée, gaz, c'est plus dur à déterminer lorsqu'il s'agit de gaz, mais au niveau du feu, de la fumée, on va pas venir s'exposer et rentrer dans une maison qui pourrait être en flammes ou une voiture qui pourrait être en flammes. Et finalement, qu'est-ce qui est le plus commun, je vous dirais, quand on intervient, c'est de la vitre ou des objets qui pourraient se retrouver autour de la personne, qui vont faire en sorte que quand je vais m'agenouiller, m'approcher de la victime, ben je pourrais justement me couper un genou ou peu importe. Règle générale, on va essayer de sécuriser la scène, sécuriser les lieux sans bouger la victime. OK? On va essayer de tasser ces vitres-là ou de faire en sorte qu'on va mettre des gants justement pour limiter les contacts, mais on va essayer de laisser la victime dans la position trouvée où elle est. Dans certains cas plus extrêmes, quand il s'agit par exemple de la fumée, du feu ou autre, si on est en mesure d'intervenir au meilleur de nos connaissances, parce qu'on se rappelle qu'il faut préserver la vie et prévenir l'aggravation, mais là, je vais déplacer la victime à ce moment-là. On va voir les différents moments où on doit le faire et les moments où on ne doit pas le faire, mais c'est de toujours sécuriser la scène. Des principes pour vous protéger à ce niveau-là, en résumé, ça peut être de porter des gants, je l'ai dit, en tout temps. Les fluides corporels, sang, reflux, sécrétion, ça peut toujours se manifester. Lavez-vous les mains après chaque intervention, même s'il n'y a eu aucun contact avec des fluides. OK? On a une autre capsule qui parle du lavage des mains, mais grosso modo, l'idée, c'est vraiment de s'assurer que, peu importe nos mains, elles sont propres par la suite. Attention de ne pas vous couper avec les objets autour, vitres, morceaux de voiture, peu importe ce qu'il pourrait avoir dans la situation. Encourager les victimes à intervenir elles-mêmes lorsqu'elles le peuvent. On va parler du saignement de nez, par exemple. Est-ce que c'est à vous, comme secouriste, de venir pincer le nez de la victime? Je ne crois pas. Je pense que, un, ça peut être un petit peu intrusif, puis deux, la victime peut le faire elle-même, ce qui va venir réduire ces risques-là. Finalement, utilisez toujours un masque de poche ou un écran facial pour effectuer des ventilations lorsque vous faites une réanimation cardio-respiratoire. On y reviendra, mais l'idée, c'est de se protéger nous et de protéger la victime aussi. Par exemple, mon conjoint est en train de faire du jardinage, il rentrerait dans la maison après s'être coupé. Moi, je me mettrais des gants. Pourquoi je me mettrais des gants? Même si c'est mon conjoint, c'est parce que la plaie est une porte pour venir justement insérer des bactéries contaminées, etc. Et mes mains sont peut-être pas 100% propres à ce moment-là. Donc, je vais quand même enfiler des gants, même s'il s'agit de mon conjoint. Donc, ça va être super important dans les premières étapes. J'arrive sur les lieux, je regarde, est-ce qu'il y a des dangers pour moi, pour la victime? Est-ce que je dois intervenir? Est-ce que je dois sécuriser la scène? Et je vais essayer, dans la mesure du possible, d'enfiler des gants. Sinon, je vais garder en tête d'intervenir le plus possible de manière verbale envers ma victime et la personne auprès de qui j'interviens. Il y a aussi la gestion des témoins, parce que quand j'arrive sur la situation, il va y avoir des gens qui vont être là, etc. Je vous le rappelle, le secouriste n'est pas un super-héros. C'est quelqu'un qui va venir aider au meilleur de ses connaissances à préserver la vie et ne pas aggraver la situation. Moi, règle générale, quand j'arrive sur une situation, j'arrive à petits pas, si je suis pas la première, bien sûr, et je me permets de dire « Bonjour, mon nom c'est Julie, je suis premier répondant médical ou je suis secouriste. Est-ce que ça se passe bien ici?
je suis là si vous avez besoin d'aide. Et je me permets d'observer un petit peu, parce qu'il y a peut-être quelqu'un de aussi qualifié que moi ou qui est super bon en ce moment, qui a établi déjà une relation de confiance avec la victime, qui fait ce qu'il faut, et moi, je peux peut-être m'occuper à d'autres choses. Souvent, les gens, quand je vais me présenter ainsi, ils vont se tasser puis ils vont me laisser faire, mais on n'est pas là pour venir prendre la pole position, on est là pour venir aider et préserver la vie et ne pas aggraver la situation. Donc, si finalement il y a des témoins et c'est nous qui intervenons, bien ces témoins-là, on va vouloir aller chercher de l'information précieuse. Ils ont probablement vu ou entendu ce qui s'est passé. On va les questionner. Ensuite, ceux-ci, ils peuvent être les témoins peuvent être anxieux, stressés, sous le choc. Il ne faut pas minimiser ça. Donc, est-ce qu'on va se retrouver bientôt avec une deuxième, une troisième victime dans l'histoire? Hein? Le fait d'arriver, nous, ça peut venir les rassurer et faire en sorte que, justement, il y a quand même cette anxiété-là qui se manifeste. Ils auront besoin d'être rassurés et écoutés, ces gens-là. Est-ce que je dois intervenir tout de suite au niveau de rassurer, écouter? Peut-être pas, mais ou à la limite de demander à ces personnes-là de s'éloigner. Si les témoins nous offrent de l'aide, ça c'est super. Donc, on va leur donner des consignes claires et on va s'assurer que ces personnes-là ont compris. Si, par exemple, je demande à une personne « Écoute, c'est quoi ton nom? Marielle. Marielle, super. Est-ce que tu es capable de regarder si tu es capable de me trouver une bouteille d'eau quelque part? » Par exemple. Donc, Marielle, est-ce que tu m'as compris? Est-ce que tu sais, on se comprend là, avec le contact visuel, etc., ça se passe. Ensuite, s'il y a trop de personnes, demandez à un de ces témoins-là de gérer les autres autour, parce que là, ça peut devenir qu'on a 6 bouteilles d'eau qui arrivent ou aucune bouteille d'eau qui arrive. Hein? Donc, dans ce contexte-là, il faut aussi gérer ces passants-là. Vous devez vraiment être un leader à ce niveau-là et vous positionner comme tel, comme quoi vous êtes en maîtrise de la situation. Moi, ça m'est arrivé d'intervenir sur des situations, d'être en retrait, de voir que ça allait bien, puis à un certain moment, la personne devenait un petit peu plus confuse, etc. Et que là, j'ai repris un peu le leadership. Puis à d'autres moments, ça peut m'être arrivé à moi aussi de dire « Hey, là, je suis un petit peu perdue, je vois que toi, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire aussi, veux-tu me donner un coup de main? » On n'est pas un super-héros, on est là pour aider la situation. Donc, il n'y a pas de mauvaise manière de demander de l'aide puis de se faire appuyer dans tout ça. Donc, voici pour la gestion des témoins et, dans le fond, la fameuse gestion des lieux, des risques au niveau de tout ça. Dernière chose que je veux dire en lien avec l'évaluation des lieux, c'est que si je regarde autour, hein, ça peut me dire si c'est un problème médical ou un problème traumatique, comme je l'ai dit précédemment. Donc, ça va être super important d'observer la situation, puis de voir si justement on parle plus d'un trauma ou d'un problème médical dans le contexte. Ça va nous orienter à faire le bon traitement pour le bon problème le plus rapidement dans le contexte. Donc, en résumé, toujours évaluer les dangers et s'assurer que les lieux sont sécuritaires avant d'approcher. Porter des gants, ne pas déplacer des victimes si ce n'est pas nécessaire, gérer les témoins ou faire gérer les témoins par un autre témoin. Quelque chose de très, très, très important aussi, c'est de pouvoir ventiler après une intervention et rechercher l'aide d'un professionnel si on en a besoin, parce qu'après, ça peut être envahissant, surtout si on a eu à faire une réanimation sur quelqu'un. Et finalement, rappelez-vous, on est des secouristes, on n'est pas des super-héros dans le contexte.